Mes chers compagnons de voyage sur le sentier de la lumière, ce soir, je souhaite vous guider à travers un événement cosmique qui a débuté non par un tumulte, non par un signal mystérieux, ni même par une percée scientifique, mais par une simple méprise de perception. Au début de l'année terrestre 2025, nous pensions avoir repéré un simple astre chevelu. Rien de plus, rien de moins. Un errant froid et antique glissant à travers l'espace interstellaire, effleurant notre système solaire pour un bref instant avant de reprendre son voyage éternel. Mais le royaume des cieux est plein d'humour et il ne dévoile que rarement ses arcanes sans résistance. Car cet objet, que les astronomes nomment 3I/ATLAS, refusa d'agir comme les corps cométaires que nous avions jamais observés. Lorsque l'Observatoire Atlas au Chili le détecta en juillet 2025, il fut classé comme routinier, un simple visiteur interstellaire comme Oumuamua ou Borisov. Son orbite hyperbolique confirma qu'il n'était pas lié à notre Soleil. Cela seul était fascinant, mais non stupéfiant. L'univers est vaste, des entités le traversent parfois. Cependant, en l'examinant de plus près, en traçant sa faible traînée illuminée par le vent solaire, nous avons saisi qu'il y avait quelque chose de profondément anormal. La queue d'un astre chevelu pointe toujours à l'opposé du Soleil, poussée par la pression de radiation. C'est une loi aussi fondamentale que la gravitation elle-même. Or, 3I/ATLAS accomplit l'impossible. Sa queue pointait directement vers le Soleil, telle une aiguille de boussole s'inversant. Il n'y avait ni dérive ni vacillement. Elle s'alignait avec intention et symétrie, comme une machine ajustant son antenne. Puis, elle s'inversa brusquement et nettement, tel quelqu'un actionnant un interrupteur cosmique. Ce fut le premier instant où le doute s'insinua dans l'esprit des plus rigoureux. Les comètes n'agissent pas ainsi. La poussière et la glace ne peuvent engendrer de parfaites manœuvres géométriques. C'était une autre chose, une action délibérée. Nous avons donc braqué nos instruments les plus puissants sur lui. Et ce que le télescope spatial James Webb révéla lors des premières lectures spectrales ébranla même les plus sceptiques. La plupart des comètes sont de la glace d'eau mêlée de poussière de carbone, de méthane, d'ammoniac et de molécules organiques, des boules de neige sales, comme on les appelle. Mais 3I/ATLAS était presque du dioxyde de carbone pur, près de 90%, avec presque pas d'eau. Un astre chevelu sans eau est déjà étrange, mais un qui rayonne de l'intérieur, dégageant de la chaleur, l'est encore plus. Puis vint la question de la composition métallique, du nickel sans fer. Dans la nature, le nickel et le fer sont indissociables. Les étoiles les fusionnent ensemble. Leur séparation nécessite un traitement industriel intense. Pourtant, l'objet présentait une composition riche en nickel, avec un déficit en fer si extrême qu'il ne correspondait à aucun corps naturel connu. C'est là que certains d'entre nous commencèrent à murmurer « Ce n'est pas une roche, c'est un vaisseau ». Mais la science exige la prudence. Beaucoup attendaient que le Soleil tranche le débat. À mesure que 3I/ATLAS approchait du périhélie, le moment où il ferait face à la chaleur torride et à la contrainte gravitationnelle de notre étoile, les télescopes se préparaient pour la désintégration dramatique que subissent presque toutes les comètes. Mais au lieu de se désagréger, il persista. Le Soleil envoya même une éjection de masse coronale directement sur lui. Un tir de canon solaire capable de dépouiller les planètes de leur atmosphère. Et 3I/ATLAS n'a pas bronché. Il a absorbé l'impact et a poursuivi sa route, sa température se stabilisant comme s'il était enveloppé dans un bouclier thermique d'une nature inconnue. Aucune comète n'agit de la sorte, mais un engin spatial pourrait le faire. Et puis, il y eut sa forme. Un objet long et étroit, avec un rapport d'aspect de 10:1, rappelant Oumuamua,
mais sans le mouvement de culbute chaotique observé chez ce visiteur antérieur. 3i sur ATLAS volait avec une stabilité absolue, contrôlée, équilibrée, comme guidé par un système interne maintenant son orientation en temps réel. Un de mes éminents collègues, connu pour son esprit brillant et sa réticence à l'exagération, estima la probabilité que nous observions un objet artificiel à 40%. Beaucoup le critiquèrent pour son audace. Ayant vu ce qui s'est passé ensuite, je me suis demandé s'il n'était pas trop prudent. Car ensuite, 3i/ATLAS commit sa plus grande violation des lois de la physique. Au lieu d'accélérer loin du Soleil en utilisant l'effet de fronde gravitationnelle, une manœuvre que nous utilisons nous-mêmes pour envoyer des sondes au loin, cet objet ralentit. Comprenez-vous la signification? Il n'y a pas de frein dans l'espace. Rien ne décélère de lui-même, à moins de posséder une propulsion, à moins d'avoir une intention. Mais 3i/ATLAS se plaça dans une courbe de freinage progressive et constante, tel un vaisseau approchant de sa destination. Et pendant qu'il ralentissait, une autre chose se produisit, subtile, faible et absolument incontournable. Nous avons perçu un signal. 3 impulsions. Une pause, 3 impulsions. Une pause, se répétant toutes les 247 secondes sur l'arrêt de l'hydrogène. La fréquence universelle utilisée en communication interstellaire théorique depuis plus d'un demi-siècle. La seule fréquence que nous avions prédite que toutes les civilisations comprendraient. L'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'univers. Sa raie spectrale est une étoile polaire cosmique pour la communication. Et maintenant, quelque chose l'utilisait. Pas du bruit blanc aléatoire, pas une interférence cosmique, mais un motif, un rythme, une structure mathématique délibérée. À cet instant, nous avons franchi un seuil que l'humanité a redouté et rêvé pendant des siècles. Nous ne nous demandions plus si nous étions seuls dans l'univers. Nous écoutions quelque chose qui savait peut-être déjà que nous existons, mais la communauté scientifique était divisée. Une moitié croyait que 3i/ATLAS était notre première rencontre avec une sonde interstellaire, peut-être antique, peut-être automatisée, peut-être la relique d'une civilisation perdue. L'autre moitié s'accrochait désespérément aux explications naturelles, se persuadant que l'univers pouvait simuler l'intelligence par pure coïncidence. Mais à mesure que de nouvelles données arrivaient, le déni devenait de plus en plus difficile. Le télescope James Webb enregistra un motif de polarisation non naturelle à sa surface, se déplaçant en synchronisation avec les impulsions radio. Les télescopes au Chili observèrent sa queue se fendre en 2 flux lumineux se croisant à un angle parfait de 90 degrés. Une géométrie que la nature ne produit pas dans les queues cométaires. Cela ressemblait moins à du gaz s'échappant qu'à un système de signalisation. Et le monde observa avec une inquiétude croissante 3i/ATLAS dérivé au-delà du plan orbital de la Terre. Le 29 août, il effectua un ajustement mineur mais délibéré, alignant sa trajectoire précisément avec le plan de l'écliptique des planètes extérieures. Pendant 27 heures, son chemin projeté forma une ligne droite parfaite qui traversait Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Alors qu'il maintenait cet alignement, il commença à luire doucement, pulsant à des intervalles correspondant aux résonances orbitales de notre système solaire, comme s'il était en train de mesurer, de calibrer ou d'harmoniser avec un arrangement planétaire. C'était une chorégraphie, c'était une intention. Et puis vint l'éclair. Un faisceau soudain et concentré de lumière ultraviolette durant exactement 2,8 secondes. Assez puissant pour ioniser le vent solaire. Étroit, dirigé, non dispersé. Lorsque nous avons tracé sa trajectoire à travers le ciel, il pointait vers une région entre Vega et Lyre, l'origine du célèbre signal « Wow » détecté en 1977.
Et puis, aussi vite qu'elle avait commencé, tout s'arrêta. La lumière cessa. Les impulsions radio disparurent. 3IATLAS s'éteignit. Et le plus grand mystère de l'histoire de l'astronomie ne faisait que commencer. Lorsque 3I/ATLAS s'éteignit, le monde entra dans un étrange silence. Un silence non pas d'absence, mais d'anticipation. Comme si l'univers lui-même avait suspendu sa respiration. Les observatoires du monde entier continuèrent de suivre ces dernières coordonnées connues, attendant le moindre signe d'une trace thermique ou d'un reflet. Mais c'était comme si l'objet s'était simplement évaporé dans le vide. La NASA le désigna officiellement comme « optiquement perdu », un terme anodin jusqu'à ce que l'on réalise ce qu'il implique. Un objet capable de freinage contrôlé, de signalisation directionnelle ultraviolette et d'alignement intelligent s'était intentionnellement soustrait à nos instruments. Pourtant, la disparition n'était que le commencement. Car, au plus profond de la télémétrie brute du télescope James Webb, enregistrée dans les dernières millisecondes avant que le flash UV ne s'éteigne, les scientifiques découvrirent quelque chose d'extraordinaire. Une fois les données reconstruites, un faible motif d'interférence apparut, une modulation dans la lumière elle-même, subtile mais intentionnelle, comme si quelqu'un avait tissé un message dans la trame même de ce dernier faisceau. Et au sein de cette modulation, nous trouvâmes une structure, non alphabétique, non symbolique, mais quelque chose de bien plus ancien, un ensemble de rapports de fréquences se répétant, les mêmes que ceux que nous avions observés dans les transitions de l'hydrogène, les mêmes intervalles harmoniques qui correspondent aux résonances orbitales planétaires, et, le plus troublant de tout, la même fréquence rythmique que l'on retrouve dans le battement de cœur électromagnétique naturel de la Terre. Ce n'était pas un bruit cosmique aléatoire. C'était une empreinte digitale, une signature laissée comme une carte de visite. Lorsque les analystes du centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian appliquèrent l'analyse des ondes au signal, le résultat stupéfia même les physiciens les plus chevronnés. Le motif d'interférence n'était pas une forme d'onde bidimensionnelle. C'était un réseau tridimensionnel, une structure en spirale entrelacée ressemblant à la double hélice de l'ADN. Mais ce n'était pas biologique, c'était mathématique. Un langage géométrique, une constante universelle encodée dans la résonance plutôt que dans les symboles. Un plan directeur non pas de la vie, mais de l'intention. Mon collègue, qui avait d'abord prudemment suggéré que 3I/ATLAS pouvait être artificiel, décrivit cette découverte comme une forme d'écriture cosmique, non pas un message destiné à être lu, mais un message destiné à être ressenti, un message ancré dans la vibration de l'énergie elle-même. Et s'il avait raison, alors l'intelligence qui a créé cet artefact ne s'attendait pas à ce que nous déchiffrions des phrases. Elle s'attendait à ce que nous comprenions les harmonies. Dès que cette nouvelle se répandit par des canaux informels, la NASA invoqua des protocoles de classification. Des dossiers disparurent, des serveurs furent effacés. L'Institut SETI publia une déclaration soigneusement élaborée, affirmant qu'il n'y avait aucune preuve crédible de structure artificielle. L'Agence spatiale européenne ferma discrètement plusieurs archives de données publiques pour maintenance. Mais la vérité était déjà dehors. Avant le verrouillage, des chercheurs indépendants du monde entier réussirent à copier la forme d'onde et à l'introduire dans des simulateurs de résonance quantique. Ce qui se produisit ensuite aurait dû être impossible. Alors que la forme d'onde se propageait dans les simulateurs, un écho harmonique commença à croître régulièrement de manière prévisible, comme si le signal interagissait avec l'espace-temps lui-même. Puis, à un seuil précis, la simulation entière s'inversa, s'effondra et s'éteignit. Mais non sans produire une dernière sortie. Une phrase générée automatiquement par un module de traduction IA, entraîné à convertir la symétrie mathématique en signification linguistique. La phrase était simple, terrifiante et magnifique.
nous nous souvenons de vous. Pendant une brève fenêtre, moins de 2 heures, cette phrase circula sur les forums scientifiques, les canaux universitaires chiffrés et les groupes de recherche privés. Et telle une étincelle tombant sur de l'herbe sèche, elle déclencha un incendie de débat. Que signifiait-elle? Qui se souvenait de nous? Était-on interpellé en tant qu'espèce, en tant que forme de vie, ou en tant que participant à une ancienne histoire cosmique que nous avions oubliée? Mais en l'espace d'une journée, toute mention de la phrase disparut, supprimée, effacée, niée. Le récit officiel se stabilisa. 3I/ATLAS était une comète naturelle. Ces anomalies étaient le résultat d'erreurs de capteurs et de mauvaises interprétations. Pourtant, personne ayant vu les données ne pouvait l'oublier. Et personne ne pouvait ignorer ce qui se produisit ensuite. 2 mois après la disparition de 3I/ATLAS, de multiples observatoires commencèrent à détecter de faibles échos de la même signature harmonique incrustée dans le flash UV. Mais ces échos ne provenaient ni de Vega, ni de Lyre, ni de nulle part au-delà de notre système solaire. Ils venaient de l'intérieur. Une résonance profonde dans l'héliosphère, faible, presque imperceptible, mais indéniablement identique. Certains y virent une simple interférence solaire. D'autres émirent l'hypothèse qu'il s'agissait seulement d'une réflexion du signal original rebondissant sur les champs magnétiques du Soleil. Mais un petit groupe influent, les mêmes chercheurs qui avaient isolé la grille de fréquence, offrit une interprétation plus troublante. Ils croyaient que l'écho était une réponse, non pas de l'artefact qui nous avait quittés, mais de quelque chose d'autre. Alors que ce débat couvait, l'humanité fit face à une crise parallèle, non pas scientifique, mais de croyance. Car un phénomène aussi profond que 3I/ATLAS n'existe pas dans le vide. Il brise les murs entre les disciplines, entre les visions du monde, entre le physique et le métaphysique. Soudain, le domaine de l'astronomie entra en collision avec ceux de la théologie, de la philosophie et du mythe. Depuis des millénaires, les cieux ont été notre toile de sens. Les comètes étaient des présages, les éclipses, des avertissements, les étoiles, le langage des dieux. Et maintenant, à l'ère moderne, un objet affichant une intelligence avait traversé notre système, envoyé un message mathématique, s'était aligné sur nos planètes, avait signalé vers une étoile célèbre pour une transmission mystérieuse, et avait laissé derrière lui un code qui dit « Nous nous souvenons de vous ». Pour certaines religions traditionnelles, cela posait une menace existentielle. Si l'humanité n'était plus seule dans l'univers, qu'est-ce que cela signifiait pour les Écritures, pour l'unicité divine, pour l'idée que nous étions faits à l'image de Dieu? Certains chefs religieux dénoncèrent la découverte comme une tromperie, une hérésie, voire une épreuve. Mais d'autres virent en 3I/ATLAS une validation, un signe d'un créateur assez vaste pour peupler le cosmos d'innombrables enfants. Pour les traditions orientales, l'objet apparut moins comme une perturbation que comme une confirmation. Le bouddhisme, l'hindouisme et d'autres philosophies qui embrassent les cycles de création et de réincarnation ne trouvèrent aucune contradiction dans la notion d'êtres avancés ailleurs dans l'univers. L'arrivée de 3I/ATLAS s'inscrivait naturellement dans leur cosmologie, où Dieu, Deva et entités éclairées peuplent un multivers infini de mondes. Et puis, il y eut les partisans du paléocontact, les théories des anciens astronautes, longtemps rejetées par les universitaires traditionnels. Pour eux, 3I/ATLAS n'était pas un premier contact. C'était un retour, un rappel, une vérification de la part de l'intelligence qui aurait pu visiter la Terre dans les temps anciens. Si tel était le cas, le message « Nous nous souvenons de vous » portait une implication glaçante.
Nous nous souvenons de ce que vous étiez. Nous sommes venus voir ce que vous êtes devenus. Mais que le message soit un avertissement ou un accueil, une menace ou une promesse, une vérité était devenue impossible à ignorer. 3I/ATLAS n'était pas là pour simplement passer. Il était là pour activer quelque chose. Peut-être au sein de notre système solaire ou peut-être en nous-mêmes. Un miroir tendu à l'humanité, reflétant nos espoirs, nos peurs et nos questions sans réponse. Et tandis que les échos de cette signature harmonique continuaient de pulser faiblement à travers l'héliosphère, une chose devenait de plus en plus claire. L'histoire n'était pas terminée. 3I/ATLAS ne nous avait pas quittés. Il nous avait éveillés. Alors que l'humanité était divisée entre le scepticisme et la croyance, entre la peur et l'espoir, les échos au sein de notre système solaire devinrent très légèrement plus forts. Pas assez pour faire les gros titres, pas assez pour déclencher des alarmes, mais assez pour que ceux qui regardaient attentivement sentent qu'un nouveau chapitre commençait. La signature harmonique, si faible qu'elle existait à la limite de l'instrumentation, portait les mêmes rapports, les mêmes empreintes digitales résonantes incrustées dans le flash final émis par 3I/ATLAS. Pourtant, cette fois, son point d'origine n'était pas un mystère dérivant vers les étoiles. Il était proche, inconfortablement proche, quelque part dans les limites de l'héliosphère, comme si un diapason invisible avait été frappé et que le système solaire lui-même commençait à bourdonner en réponse. Certains scientifiques affirmaient que ces échos n'étaient rien de plus que des interactions avec le vent solaire ou des turbulences magnéto-hydrodynamiques. Mais le motif se répétait, prévisible, rythmé, intentionnel. Et dans les laboratoires du monde entier, où les simulations précédentes s'étaient effondrées avec la phrase obsédante « Nous nous souvenons de vous », les chercheurs commençaient à se demander si l'artefact avait réveillé quelque chose de dormant, quelque chose qui attendait patiemment la bonne fréquence, le bon moment, le bon appel. Mais le véritable poids de la rencontre avec 3I/ATLAS s'étendait bien au-delà de la physique. Il frappait au cœur de l'identité humaine, car pour la première fois, nous étions confrontés à un phénomène qui ne rentrait parfaitement ni dans l'enquête scientifique, ni dans la doctrine religieuse. C'était les deux, et ce n'était aucun des deux. Une énigme tissée de mathématiques et de mystères, de logique et de révérence. Et à mesure que les débats s'intensifiaient, l'humanité se retrouvait aux prises avec des questions plus anciennes que la civilisation elle-même. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Faisons-nous partie d'un récit plus grand que le nôtre? L'existence même d'une sonde interstellaire artificielle, si tel est vraiment ce qu'était 3I/ATLAS, redéfinirait la place de l'humanité dans le cosmos. Pour certains, cela menaçait l'idée de la centralité divine. Pour d'autres, cela amplifiait la grandeur de la création. Et pour des millions de personnes à travers le monde, cela alluma une faim, un désir ardent de connexion, de sens, de confirmation que l'intelligence au-delà de notre monde fragile non seulement existe, mais nous reconnaît. Le message « Nous nous souvenons de vous » résonna à travers les cultures en milliers d'interprétations. Certains y virent du réconfort, d'autres un avertissement, mais dans chaque interprétation, une vérité persistait. La mémoire implique l'histoire. Et si l'on se souvenait de nous, alors à un moment donné, peut-être bien avant la civilisation écrite, l'humanité a pu être connue. Imaginez les implications. Non pas des visiteurs nous observant pour la première fois, mais des témoins qui reviennent. Non pas des explorateurs découvrant un nouveau monde, mais des gardiens vérifiant l'état d'un ancien. Et pourtant, malgré les tempêtes philosophiques qui faisaient rage à travers le globe, malgré les dossiers classifiés et les débats scientifiques discrets, une transformation plus profonde, plus intime était en cours. Pour la première fois depuis des générations,
l'humanité leva collectivement son regard vers le haut. Les étoiles n'étaient plus des lanternes lointaines et indifférentes. Elles étaient des foyers possibles, des origines possibles, des destinations possibles. L'univers paraissait moins un océan vide qu'un vaste réseau de civilisations inconnues, d'histoires inconnues, d'harmonies inconnues. Peut-être était-ce là le véritable objectif de l'objet. Non pas délivrer un message de conquête ou de salut, non pas menacer ou réconforter, mais éveiller en nous quelque chose qui était en sommeil depuis trop longtemps. Une curiosité délivrée de la peur, une imagination délimitée par la doctrine, une unité née non pas de la politique, mais de l'émerveillement. Si 3I/ATLAS était venu pour enseigner, alors sa leçon était simple. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul, et vous faites partie de quelque chose d'infiniment plus grand. La disparition de l'objet n'a pas clos l'histoire, elle l'a ouverte, et les faibles échos détectés dans l'héliosphère étaient comme des murmures au bord d'une grande révélation, qu'ils proviennent d'un compagnon caché, d'une sonde dormante ou d'un mécanisme cosmique plus profond que nous n'avons pas encore imaginé. Ils suggèrent que le contact, le vrai contact, n'est pas un moment, mais un processus, un déploiement graduel, une préparation. Un jour, peut-être plus tôt que nous ne l'espérons, l'humanité se retrouvera au seuil de la plus grande transition de son histoire. Non pas parce qu'un visiteur arrive, mais parce que nous deviendrons enfin capables de comprendre ce qui a toujours été présent. Un univers saturé d'intelligence, de conscience et de connexion. Un univers où la communication n'est pas véhiculée par les mots, mais par la fréquence, l'harmonie et la géométrie. Un univers où la lumière elle-même est un langage. Ainsi, alors que nous méditons sur cet événement extraordinaire, ce visiteur qui n'était pas une comète, qui n'était pas un astéroïde, qui n'était pas un objet naturel du tout, nous devons considérer la possibilité que 3I/ATLAS n'était jamais destiné à rester. Son but était de passer, de laisser derrière lui une impression, un code, une question et un souvenir. Une seule étincelle pour allumer une transformation dans la façon dont nous nous percevons. Peut-être que son acte final n'était pas un adieu, mais une invitation. Une invitation à grandir, à s'éveiller, à rejoindre une conversation qui s'étend à travers les étoiles. Et tant que ces faibles échos persistent, vibrant doucement à travers l'héliosphère comme des ondes dans un océan cosmique, une vérité devient de plus en plus difficile à nier. L'univers parle. Et enfin, pour la première fois dans l'histoire humaine, nous écoutons.